Voilà. Donc ça, ce sera la première leçon. On va parler des définitions. Ça va? Bien, comme on va diffuser tout ça sur YouTube, d'abord on va un petit peu voir, toi, Franck, quel âge as-tu? 15 ans et demi. Oui, donc, dans même pas un mois, tu as 16 ans en fait. Bah, dans tout pile un mois, j'ai 16 ans. Dans tout pile un mois, tu as 16 ans. Et Elle aura 15 ans. tes difficultés, c'est quoi? Ton trouble 10 à toi, c'est quoi? Dysphasique. Dysphasique. Et en gros, c'est quel est le problème? Un trouble de l'apprentissage. Trouble de l'apprentissage et quoi encore? J'oublie vite. Tu oublies vite. Et au niveau du vocabulaire, c'est parfois compliqué Oui. de comprendre les phrases. C'est Oui. ça? Et de comprendre, enfin, et de le retenir Articule aussi. dans l'ordre. Et aussi au niveau de ton élocution, c'est pas toujours très facile. Mais voilà, donc tes difficultés à toi, c'est de comprendre les phrases et de les retenir. C'est ça? Oui. Ok. Et toi, Laura, ton trouble 10, c'est quoi? Tu en as un ou tu n'en as pas? C'est quoi le truc avant dysphasique? Dyslexique. Dyslexique. Ouais. C'est ça? Toi, tu es dyslexique. Et quel est le problème en gros quand tu apprends à l'école? Lire Tu as difficile à lire Moi aussi. et à comprendre. et à comprendre aussi? Ok, toi aussi, Franck, tu as difficile à lire et à comprendre. Et toi, Kim, Moi, c'est lire, écrire. c'est aussi dyslexie? Oui. Comme Laura, quoi. Ouais, Donc, c'est vrai que lire, ça va mieux quand même. oui, c'est vrai que ça va mieux, mais donc tous les trois, vous avez un peu difficile au niveau de la lecture. Donc ici, il n'y aura pas tellement de texte écrit, quoique au niveau des définitions, on en aura quand même, mais bon, moi je vais en discuter. Mais déjà, le gros avantage pour vous trois, c'est que le jour où vous allez devoir aller passer l'examen théorique, vous pourrez avoir une aide au niveau du permis. Mm. Donc on devra remplir des papiers. Et vous aurez droit à une session spéciale, on appelle ça. Et donc, en fait, vous aurez aussi l'ordinateur, il y aura les questions, les réponses, il y aura aussi le casque audio, donc vous entendrez la lecture. Mais malgré tout, des fois, ça va trop vite pour vous, la lecture. Et donc, il y a quelqu'un dans la classe qui pourra vous aider. Si vous n'avez pas compris, vous pourrez appeler la personne et lui demander des explications. Donc ça, c'est un avantage. Et puis, il n'y aura pas non plus les 15 secondes pour répondre. Vous aurez plus de temps. Donc c'est des aménagements comme vous avez pour le moment à l'école en fait. Donc ça c'est vraiment pratique. Au niveau du permis, il faudra faire ça. Ça va? Oui. Bien. Donc on va commencer par quelques définitions. Bon, c'est pas toujours très gai. Maintenant, il ne faut pas les retenir par cœur. Mais justement, les grosses difficultés un peu pour tout le monde au niveau du permis, c'est de retenir les bons termes. Souvent, quand les jeunes vont passer l'examen théorique, ils ont du mal à trouver la bonne réponse parce que les mots ne sont pas respectés. Donc dans beaucoup de programmes de théorie, dans beaucoup de livres, les termes ne sont pas respectés. Donc ici, il y a des termes quand même importants qu'il faut retenir. Ça va? Oui. Allez, on commence. Bien, le premier terme à retenir, c'est le conducteur. L'écran est bien net pour vous. Ça va, Laura aussi? Donc quand on parle d'un conducteur, on englobe tout le monde dans les conducteurs. C'est toute personne qui conduit un véhicule. Alors, on ne dit pas spécialement un véhicule moteur. Donc, Franck, donne-moi une sorte de véhicule qui a un moteur ou pas, ça n'a pas d'importance. C'est quoi un véhicule? Donne-moi une sorte de véhicule. Un vélo. Un vélo, voilà. Quelqu'un qui conduit un vélo, eh bien, il est conducteur. Kim, donne-moi un autre véhicule. Moto. Une moto, tout à fait. Donc, quand on roule à moto, on est aussi conducteur. Laura, donne-nous un autre véhicule. Voiture. Une voiture, voilà, très bien. Donc quand on conduit une voiture, on est aussi conducteur. Donc ici, quand on parle d'un conducteur, on englobe tous les gens qui conduisent une voiture, un camion, un tracteur, qui conduisent un vélo, qui conduisent une moto, une mobilette. Tout ça, ce sont des conducteurs de véhicules. D'accord? Donc l'important ici à retenir, c'est que ce n'est pas forcément un véhicule qui a un moteur. Même un vélo, c'est un véhicule. Alors on parle aussi de conducteurs par rapport aux personnes qui guident ou gardent des animaux de trait. Donc un animal de trait, c'est comme là au tableau, le cheval qui tire une calèche. Un petit peu comme dans la maison, dans la petite maison dans la prairie, là, Charles Ingalls qui est avec son cheval, qui tire le chariot. Donc une calèche, une diligence. Donc les gens qui conduisent ce genre de véhicule, ce sont aussi des conducteurs.
Ça va? On parle aussi de conducteur par rapport aux animaux de charge. Donc un animal de charge, ben, c'est par exemple l'âne là, qui porte les petits moutons. Donc dans certains pays, les moutons sont les agneaux sont trop petits pour faire des grandes distances. Et donc c'est l'âne qui les porte. C'est la réalité ça. Bon, c'est pas vraiment chez nous en Belgique, mais voilà. Donc n'importe quel animal qui va porter les paquets. Par exemple, vous voyez avec Saint-Nicolas. Quand on voit Saint-Nicolas, il a son âne. Et l'âne porte les paquets avec les cadeaux. Eh bien, Saint-Nicolas est conducteur d'animal de charge, donc l'animal qui porte. Ça va? Oui. Alors, un conducteur, c'est aussi un conducteur de monture, quand on monte à cheval. On monte à cheval ou on monte un autre animal, hein, mais en général, on monte des chevaux. Donc là aussi, c'est un conducteur. Et aussi, on appelle conducteur les personnes qui s'occupent des troupeaux d'animaux. Donc, par exemple, dans les fermes, mais avant, les gens devaient aller déposer les vaches au champ tous les matins. Et puis tous les soirs, ils les ramenaient à l'étable. Puis de nouveau, le matin, ils traversaient tout le village avec tout le troupeau de vaches et ils allaient dans les champs. Eh bien, ces gens sont aussi des conducteurs et on dit des conducteurs de bestiaux. Maintenant, ici, l'image, c'est une vache, mais ça pourrait être n'importe quel troupeau. Donc, on peut avoir un troupeau de moutons, par exemple. Bien, la personne, elle est conducteur de bestiaux, mais ce sont par exemple des moutons. Et donc, tous ces gens doivent respecter le code de la route, c'est obligatoire. Donc, ils doivent respecter la place sur la chaussée. Le gars qui est là avec sa vache, il ne peut pas marcher sur le trottoir. Le trottoir, c'est pour les piétons. Donc, il est obligé d'être sur la chaussée. Ça va? Et dans le code de la route, des fois, on parle d'usagers. Alors, ce n'est pas la même chose, les usagers et les conducteurs. En fait, quand on parle d'usagers, c'est tous les conducteurs qu'on vient de voir, mais c'est aussi les piétons. Donc vous, quand vous vous baladez à pied dans les villes, dans les villages, n'importe où, vous êtes des usagers de la route. Et donc, quand on parle d'usagers, ce n'est pas que les piétons, c'est et les piétons et les conducteurs, et aussi les passagers des véhicules. Donc les enfants, par exemple, qui sont dans la voiture, ce sont aussi des usagers. Et donc là, il faudra bien faire la différence le jour du permis, parce qu'avec certaines réponses au niveau des questions, on va vous demander, est-ce que cette règle, elle est applicable que pour les conducteurs, ou est-ce que la règle, elle est applicable pour tous les usagers? Donc il faut bien faire la différence entre les conducteurs, ce sont les gens donc, qui conduisent n'importe quoi. Et quand on parle d'usagers, c'est les conducteurs, mais c'est aussi les piétons et c'est aussi les passagers des véhicules. Ça va? Vous comprenez la différence? Conducteur et usager ou pas? Oui? Si jamais vous ne comprenez pas, il faut le dire. Hein. Et si jamais on dit des bêtises dans l'enregistrement, je le coupe. Hein. Il ne faut pas être embêté. Hein. Ça va? Oui. Bien, donc conducteur, usager, donc là on a fait la différence et donc il ne faudra pas se tromper. On ne pourra pas dire oui, le mec à vélo, la femme qui marche dans la rue. Donc il faudra toujours donner le bon terme. Donc il faut essayer de parler avec les vrais mots du code. Bien, alors, autre chose. On parle toujours d'une chaussée dans le code de la route. C'est rare qu'on dise une rue. On peut dire une rue aussi, mais ça par exemple, ce ne sont pas des rues. Ce sont des chaussées. Quand on parle des rues, c'est plutôt dans les villes, dans les agglomérations, là où il y a des maisons. Tandis qu'ici, on parle de chaussée. Donc, c'est un terme général, en fait. Et donc, la chaussée, c'est une partie de la voie publique. Donc, ça, voie publique, on verra plus tard. Hein. En fait, la voie publique, elle va de la façade de la maison jusqu'à la clôture de l'autre côté. Donc la maison, elle appartient à quelqu'un et le champ qui est à gauche, il appartient à quelqu'un. Nous, quand on est à pied, on peut marcher sur le trottoir. Si je suis à vélo, je vais rouler sur la rue, d'accord? Sur la chaussée. Et donc la voie publique, elle va du mur jusqu'à la clôture. Et donc la chaussée, ce n'est qu'une partie, c'est une partie de cette voie publique. Sur l'image de gauche, la chaussée, elle va de la rigole jusqu'à la rigole qui est de l'autre côté. Ça, c'est la chaussée. Et sur l'image de droite,
la chaussée va du bord de la ligne. C'est quoi cette ligne en fait? C'est quoi là? C'est pour délimiter la circulation pour les cyclistes. Oui, voilà, c'est la piste cyclable. Et donc la chaussée, sur l'image ici, elle va de la ligne de la piste cyclable à la ligne de la piste cyclable qui est de l'autre côté. Ça va? Donc ce n'est qu'une partie de la voie publique. Et nous, en voiture, on doit rouler sur la chaussée. On ne peut pas rouler ailleurs quand on est en voiture. Je parle des voitures parce qu'on est là pour le permis voiture. Hein. Vous n'êtes pas là pour le permis moto ni camion. Et donc quand on est en voiture, on doit rouler sur la chaussée. Ça veut dire que en voiture, je ne peux pas rouler là. Je ne peux jamais rouler dans la piste cyclable avec ma voiture. Je suis obligée de rester sur la chaussée. Et donc, je ne peux pas non plus rouler dans la rigole. C'est interdit. On est obligé de rester sur la chaussée. Donc la chaussée, c'est une partie de cette voie publique, puisque la voie publique, elle est large, elle est grande. Et on dit que c'est aménagé pour la circulation. Ça veut dire quoi, aménager? Vous avez une idée? À peu près. Non? Aménager, ça veut dire qu'on a construit quelque chose. On a mis quelque chose par terre qui est dur. Donc ce n'est pas une chaussée avec des cailloux, avec de la terre. On a mis un revêtement. Donc on a mis quelque chose par terre. Comme dans la maison, on met du carrelage. On a aménagé le sol pour pas qu'il y ait de la terre par terre. Donc la chaussée, elle est aménagée. Donc on a mis du béton, de l'asphalte ou bien des pavés. Donc on a fait quelque chose au niveau du sol. Et ça permet la circulation, on dit des véhicules en général, de tous les véhicules, aussi bien les vélos que les camions, que les voitures. N'importe qui peut rouler là-dessus, sur la chaussée. Ça va? Et donc la chaussée, elle peut être divisée en bandes de circulation. Alors, quand on parle d'une bande de circulation, en fait, on parle des lignes qui sont là. Les lignes blanches. Parfois, les lignes, au lieu d'être blanches, elles sont de quelle couleur? Jaune. Oui, orange en fait. Ce sont des marques quand il y a des travaux. Quand il y a des travaux, on les met en orange. Mais sinon, les lignes, elles sont toujours blanches. Alors, soit la ligne, elle est continue, donc c'est une longue ligne qui ne s'arrête jamais, ou bien elle est discontinue, donc c'est des petites lignes, ou alors il y en a deux, comme ici. On appelle ça des lignes juxtaposées, ça on reverra plus tard. Et donc, quand il y a une ligne qui sépare la chaussée en deux, ou en trois, ou en quatre, on pourrait avoir plusieurs lignes, eh bien, à ce moment-là, on parle de bande de circulation. Donc, si je reviens sur la photo précédente, ici, l'image de gauche, on a une chaussée, il n'y a pas de ligne, on est d'accord. Donc, il n'y a pas de bande de circulation. C'est une chaussée sans bande. Il n'y a pas de bande, puisqu'il n'y a pas de ligne. Alors que sur l'image de droite, on a une chaussée qui va de la piste à la piste. Et comme il y a une ligne qui sépare, on a combien de bandes? Deux. Donc il y a deux bandes de circulation. Donc sur l'image de gauche ici, c'est une chaussée à deux sens de circulation. Donc les gens peuvent rouler par là et les autres peuvent revenir. Donc on roule dans les deux sens, mais il n'y a pas de bande. C'est important. Très souvent, les gens disent, ça c'est une chaussée avec une bande. Il n'y a pas de bande. Quand on parle de bande, il faut qu'il y ait des lignes, c'est très important. Et c'est la ligne qui fait qu'il y a au moins deux bandes. Ça va? Donc la bande de circulation, en gros, c'est quand on a une ligne qui sépare deux bandes. Ok? Bien, Kim, dis-nous un petit peu, un sentier, un petit sentier, c'est quoi? Si un enfant te demande, tiens, un sentier, c'est quoi? Qu'est-ce que tu vas lui dire? Des travaux, non, un sentier, avec un S, pas un chantier, un sentier. T'as une idée? Laura, un sentier, non? Et toi, Franck, un sentier. Aucun des trois? Moi, je dirais un truc où on fait peut-être des travaux. Des travaux? Non. Non, alors là, on dit un chantier.
avec Ah, un CH. Chantier, c'est des travaux, mais là, c'est sentier. Eh bien, un sentier, il y en a un ici dans le village, il y en a même plusieurs. C'est un chemin très étroit. C'est ça le sentier. Vous voyez la ruelle ici plus loin? ah ouais. Eh bien, c'est un sentier. Alors, à quel moment on va parler d'un sentier? Eh bien, c'est quand c'est très étroit. Vous voyez bien que là, il n'y a pas moyen de rouler en voiture. On ne peut pas rentrer avec la voiture, c'est pas possible, c'est trop étroit. À part en moto. À part à moto, voilà. À moto, on pourrait rentrer. Est-ce qu'apparemment, on pourrait aller là à vélo? Ça va Oui. aller? Oui, hein. Donc, on peut aller à vélo, on peut aller à pied? Oui. Oui, on peut aller à pied. Est-ce que je peux aller avec un cheval? Oui. Oui, avec un cheval, c'est possible aussi. Est-ce que je peux aller avec un cuistax? Oui. Ça va être limite, hein. Le cuistax, il est déjà large. Ça Non, dépend ça de la dépend. taille. Comment? Ça dépend. Oui, ça dépend de la taille. Mais imaginons les cuistax à la mer, là où on est à 8 dessus en train de pédaler. Ça va jamais rentrer. Donc en fait, un sentier, c'est un chemin qui est très étroit. Et donc, il n'y a pas moyen qu'un véhicule large, donc un véhicule large, c'est une voiture, un camion, des choses comme ça. Il n'y a pas moyen qu'un véhicule large rentre dans le sentier, c'est pas possible. D'accord? Donc c'est tout ce que vous devez retenir. Il ne faut pas retenir la définition complète, on ne va même pas la lire, ça n'a pas d'importance. Retenez simplement qu'un sentier, c'est une voie publique étroite, et donc je ne sais pas aller avec un véhicule large. Je peux aller à pied, je peux aller avec un vélo, je peux aller à cheval, mais c'est tout. Par contre, au niveau du sol, par terre, ça ne... Comment? C'est pas droit, voilà. En général, ce n'est pas aménagé, donc on ne met pas de béton. En général, c'est de la terre ou bien des graviers. C'est pas quelque chose de très propre. Mais on pourrait avoir un sentier avec du béton, c'est possible. Mais en général, un sentier, c'est un petit chemin dans la campagne. On peut trouver des sentiers dans les forêts. Il y a des gros chemins de terre et puis il y a des petits sentiers. Là, c'est que pour aller se balader à pied. Ça va? Alors l'important, et voilà une des premières règles dans le code de la route, vous êtes prêts, il faudra la retenir, hein, celle-là, c'est une règle de base. Et donc quand vous irez à vélo, comme ça vous saurez, regardez, imaginons qu'on est en train de rouler à vélo dans le sentier. Alors regardez un petit peu au bout du sentier, on arrive sur quoi là-bas? Une route. Attendez, je vais faire pause. Donc Franck, tu as dit une route, Kim, tu as dit quoi? Une rue, et Laura? Une chose. Parfait, Laura. On arrive sur une chaussée. C'est le terme qu'on a vu tout à l'heure. Donc, on arrive sur une chaussée. Alors, écoutez bien. Quand on est à vélo ou avec son cheval, ou quand on conduit quelque chose, dans un sentier qui arrive sur une chaussée, eh bien, et retenez-le bien, on n'aura jamais priorité. Jamais. On va devoir ralentir et laisser passer les autres. Ils sont dans dans le sentier. Non, c'est toi qui es dans le sentier. Tu vois, toi, tu es ici à vélo. Regarde, je continue la vidéo. Oui, dans la rue. Imagine, toi, tu es dans le sentier avec ton vélo. Et là-bas, tu arrives sur quoi là-bas? Une chaussée. La chaussée. Eh bien, si une voiture arrive, tu dois la laisser passer. Tu n'auras jamais priorité. Et donc, ça, vous devez le retenir. Donc, quand vous sortez d'un sentier et que vous conduisez, vous n'avez jamais priorité. Uniquement si le sentier arrive sur une chaussée. Ça veut dire que s'il y a deux sentiers qui arrivent en même temps, un sentier qui arrive avec un autre sentier, là, il y a une règle de priorité de droite. Mais quand vous sortez d'un sentier qui arrive sur une chaussée, vous devez céder le passage. Ça va? Bien, regardez ici maintenant. Ça, c'est quoi ça? Un chemin de terre. Un chemin de terre. Alors, en général non, on ne met jamais de la terre jusqu'au bord, là. Pourquoi, à votre avis, on ne met pas de la terre jusqu'au bord? Sinon, la route pourrait se salir. Oui, voilà, la voiture pourrait glisser. Et toi, tu disais quoi? Pour salir Salir la route, oui, voilà, Donc, le tracteur. Glisser, je sais pas. C'est ça, oui. Le tracteur qui va venir du chemin de terre. Et le chemin de terre arrive sur quoi, là? Oui, sur une Chaussée. chaussée.
Donc quand le tracteur sort du chemin de terre et qu'il arrive sur la chaussée, si jamais il y avait de la boue, le tracteur va amener toute la boue sur la chaussée. Et donc après, quand nous, on va être en voiture, ça va glisser, ça va être dangereux. Donc on met une partie en pavé, donc tout ça, ce sont des pavés, pour que le tracteur puisse laisser tomber la terre qu'il a dans les roues. Donc la terre qui est dans les roues du tracteur va normalement tomber sur les pavés, tomber un maximum. Il y en aura quand même encore un petit peu dans les roues, mais le gros de la terre va rester sur les pavés. Comme ça, la boue n'est pas mise sur la chaussée. Ça va? Et donc, même quand il y a une partie qui est pavée, eh bien, ça reste quand même un chemin de terre. Donc, un chemin de terre, c'est un chemin qui n'est pas aménagé. On ne met pas de béton, on ne met pas d'asphalte, on ne met pas de pavé, juste au bout, pour que la terre ne vienne pas sur la chaussée. D'accord? Et la règle, regardez la vidéo, elle est la même que pour le sentier. Donc, quand on va arriver avec le chemin de terre là-bas sur la chaussée, on devra céder le passage, on n'a pas priorité. Mais attention, ici, là je fais pause, ici dans le bas de l'écran, il y a 2 chemins de terre qui arrivent en même temps. Eh bien là, il y a la règle de priorité de droite. C'est celui qui vient de droite qui a priorité. C'est d'abord lui qui passe et après c'est l'autre. Donc si on arrive tous les deux en même temps, au même endroit, c'est celui qui est à droite qui a priorité. Ça c'est la règle de base dans le code de la route. C'est toujours comme ça, partout, quand il n'y a pas de signal, même avec 2 chemins de terre. Mais là-bas plus loin, le chemin de terre arrive sur la chaussée, et bien là, on doit céder le passage. On n'a pas priorité. D'accord? Donc, la règle nous dit que quand on sort d'un sentier ou quand on sort d'un chemin de terre qui arrive sur une chaussée, donc sur une rue, quelque chose en dur, on va toujours devoir laisser passer les autres. Mais quand il y a 2 chemins de terre qui arrivent en même temps, ou bien 2 sentiers qui arrivent en même temps, ou bien un chemin de terre avec un sentier qui arrive en même temps, là, c'est celui qui est à droite qui a priorité. C'est OK? Bien, alors tout à l'heure, on a vu une piste cyclable. En fait, il existe 3 sortes de pistes cyclables. Il n'y a que celle-là. Donc la première, c'est quand on a les 2 lignes discontinues parallèles. Donc on dit discontinues parce que vous voyez, c'est chaque fois des petites lignes. Ce n'est pas une longue ligne, c'est des petites lignes. On appelle ça discontinues. Donc quand on en a 2, et il en faut réellement 2, toujours 2 parallèles, et elles sont étroites, on ne sait pas se mettre avec une voiture là-dedans, ça n'irait pas. Ça, c'est une piste cyclable. C'est la première, c'est celle qu'on voit habituellement. Deuxième piste cyclable possible, c'est quand on a le signal là, le rond bleu, avec le vélo qui est dedans. C'est aussi une piste cyclable. Et la troisième piste cyclable, c'est celle-là. Quand on a le rond bleu qui est divisé en 2, il y a une partie pour les piétons, une partie pour les vélos. C'est la troisième piste cyclable. Il n'y en a pas d'autres qui existent. Pourtant, vous avez déjà vu certainement sur les chaussées, dans les rues, parfois des larges bandes rouges. Vous avez déjà vu ça par terre? Souvent, les gens pensent que c'est une piste cyclable. Eh ben non, pas du tout, c'est pas une piste. Donc en voiture, quand il n'y a pas de piste cyclable, on roule sur la chaussée. On peut donc rouler sur le béton rouge, pas de problème. Tandis que quand on a une vraie piste cyclable comme là, avec les lignes, là on ne peut pas rouler dessus en voiture. Parce que, et là c'est ce qui est écrit ici dans le bas, la piste cyclable, elle ne fait pas partie de la chaussée. Ça veut dire que nous en voiture, on ne peut rouler que de la ligne à la ligne qui est là-bas. Comment ça s'appelle ici ces 2 trucs-là? Chaussée. Très bien, Kim, 2 bandes de circulation. Et de la piste à la piste, on appelle ça comment? Une chaussée.
Et quand on parle de tout, même les petits accotements là, on parle alors de la voie publique. D'accord? Donc la voie publique, c'est très large. Sur la voie publique, en général, il y a une chaussée. Et parfois, sur la chaussée, il y a une piste cyclable. OK? Bien. Et quand on a deux chaussées ou deux chemins qui se rejoignent, on parle d'un carrefour. Ce n'est pas forcément des chaussées, c'est deux voies publiques. Regardez au niveau du tableau. Donc, entre les briques, donc le mur, et la clôture qui est là, on avait dit tout à l'heure que ça s'appelait la voie publique. Et de l'autre côté, là, il y a une autre voie publique. Tu as aussi un mur qui va jusqu'à la haie. Donc là, on a deux voies publiques. Une, deux. Eh bien, quand ça se rejoint, on appelle ça un carrefour. C'est tout. Ça va? Donc là aussi, on a un carrefour. Ça, vous connaissez, hein, les carrefours. On ne parle pas des magasins carrefour. Hein. Oui. On parle des carrefours dans les rues. Donc voilà, ça c'est un carrefour. D'accord? Donc on a plusieurs voies publiques. Donc la voie publique, elle va du mur de la maison jusqu'au mur de la maison de l'autre côté. Donc on a une voie publique ici. Et puis on a une voie publique ici aussi. Et encore une là. Donc là on en a trois qui se rejoignent et c'est un carrefour. Et là, c'est un carrefour ça? Non. Si, c'est aussi un carrefour. Parce que le chemin de terre, c'est une voie publique. Et la chaussée, c'est une autre voie publique. Donc on a une voie publique là, une voie publique là, et ça se rejoint, ça se rencontre. Donc c'est aussi un carrefour. D'accord? Bien, Franck, dis-moi, quand je sors du carrefour, qui a priorité? Quand je sors du chemin de terre, pardon. Donc imagine, j'arrive de là à vélo. D'abord les voitures. D'abord les voitures. Et imagine que j'arrive à vélo ici, et puis un autre vélo qui vient de là. Qui a priorité? Le vélo quand même. Lequel, puisqu'on est tous les deux à Sur la vélo? chaussée. C'est celui sur la chaussée. D'accord? Donc retenez bien, quand on sort d'un chemin de terre qui arrive sur une chaussée, on n'a jamais la priorité. Bien, alors il y a un autre carrefour possible, c'est le rond-point. Un rond-point, c'est aussi plusieurs voies publiques qui arrivent au même endroit. C'est un carrefour en fait. Alors pour que ce soit vraiment un rond-point, trois choses importantes. Premièrement, au milieu là, il faut quelque chose de construit. Ça ne peut pas être une ligne par terre, un dessin, ça ne marche pas ça. Il faut qu'il y ait quelque chose, on dit en dur. Donc un arbre, une pelouse, une bordure, n'importe quoi. Quelque chose qui a été construit au milieu. Ça va? Ça c'est la première chose. Mais la forme n'a pas d'importance. Ça ne doit pas être rond. Ça peut être un triangle, ça peut être un ovale, ça peut être un carré, on s'en fiche. Et à l'entrée, donc ici, quand on arrive dans le rond-point, pour que ce soit réellement un rond-point, on doit avoir ce signal-là, le bleu avec les trois flèches, et en plus, on doit avoir soit le triangle, qui dit céder le passage, ou bien on doit avoir le signal stop. Donc il faut les trois. Donc on doit avoir quelque chose en dur au milieu, quelque chose qui est construit, puis on doit avoir le triangle et le rond avec les flèches. Et quand on a ces trois choses, c'est vraiment un rond-point. D'accord? Eh bien, quand on est dans le rond-point, quand on est déjà dedans et qu'on est en train de tourner autour, on a priorité tout le temps. On peut continuer à tourner tout le temps, on a tout le temps priorité. Dès qu'on est dedans. Par contre, pour rentrer, on n'a pas priorité. Donc, avant d'entrer dans le rond-point, je dois regarder qu'il n'y ait personne. Mais une fois que je suis dedans, j'ai priorité pour faire le tour. Et donc ici, là, ce n'est pas un rond-point. Pourquoi ce n'est pas un rond-point? Il n'y a pas de truc construit au milieu. Ah si, regarde, il y a un truc construit, il y a des arbres, il y a des plantes. Il y a quelque chose de construit. Alors, pourquoi ce n'est pas un rond-point? Parce qu'il n'y a pas les panneaux. Très bien. Il n'y a pas le signal avec le triangle à l'entrée. Vous voyez? Il n'y a que le rond avec les flèches. Mais il n'y a pas de triangle. Et donc, ce n'est pas un rond-point. C'est un sens giratoire. Et en fait, le problème, c'est que les règles de priorité ne sont pas les mêmes. Si je reviens à l'image d'avant, ça c'est le rond-point,
vu qu'on a le triangle à l'entrée. Quand on est dans le rond-point et qu'on fait le tour, on a priorité tout le temps. On pourrait tourner toute la journée, on ne doit jamais s'arrêter. On a tout le temps priorité. Par contre, ici, quand on a le sens giratoire, eh bien là, on n'a pas priorité. Quand on est dedans et qu'on fait le tour, on va toujours devoir laisser passer celui qui veut entrer. C'est la priorité de droite. D'accord? Donc il faut faire très attention. Est-ce qu'il y a le triangle à l'entrée Non. ou pas? D'accord? Donc là, il n'y a pas. Donc quand on est dedans et qu'on fait le tour, on doit toujours regarder à droite. Si jamais il y a quelqu'un, on est obligé de le laisser passer devant nous. Donc imaginons qu'on fait le tour toute la journée là autour, on va peut-être chaque fois devoir s'arrêter pour laisser passer l'autre. Ok? Et puis il y a ça. Donc ici, ce n'est pas un rond-point non plus parce qu'on n'a pas le petit rond avec les 3 flèches et on n'a pas de triangle à l'entrée. Donc, pendant qu'on fait le tour, si on fait le tour plusieurs fois, on va aussi devoir chaque fois regarder à droite s'il y a quelqu'un. Et s'il y a quelqu'un à droite, c'est lui qui aura priorité. Parce que c'est la règle de base dans le code de la route, c'est toujours priorité à celui qui vient de droite. C'est toujours comme ça. Sauf quand on sort d'un chemin de terre ou d'un sentier, là ce n'est pas priorité de droite. Bien, alors ici, là au milieu, la pelouse, là avec la bordure, ça s'appelle un terre-plein. En fait, dès que c'est séparé, donc on a combien de chaussées là? 2 chaussées, donc on a une chaussée ici qui descend et on a une autre chaussée là qui remonte, donc on a 2 chaussées. Ce qui sépare les 2 chaussées, ça s'appelle un terre-plein. Mais même si ce n'était qu'une bordure, ça s'appelle aussi un terre-plein. Par contre, des fois, c'est séparé uniquement par une ligne, c'est différent. Donc là, on a 2 chaussées différentes, séparées par un terre-plein. Ça va? Oui. Bien. Les cyclomoteurs. Il y a 2 sortes de cyclomoteurs. On peut rouler avec ça à partir de 16 ans. On a le petit cyclomoteur, le classe A, il roule à 25 à l'heure. Pour celui-là, il ne faut pas de permis, mais ça roule pas très vite, ça roule que à 25 à l'heure. Et puis on a le cyclomoteur classe B, lui, il fait 45 km à l'heure. Il roule déjà plus vite, mais pour lui, il faut un permis de conduire. C'est obligatoire. Et donc, quand on est sur le cyclomoteur et qu'on roule, on est conducteur. Mais si jamais le cyclomoteur est en panne et qu'on le pousse à la main, à ce moment-là, on redevient piéton. Ça veut dire que quand on pousse notre cyclomoteur à la main, on doit respecter les règles des piétons et donc, normalement, marcher sur le trottoir avec le cyclomoteur. Et c'est la même règle pour les vélos. Quand on roule à vélo, on est conducteur, on doit donc rouler dans la piste cyclable. S'il n'y a pas de piste, on roule sur la chaussée. Mais imaginons la route monte fort et vous n'arrivez plus à pédaler tellement que ça monte. Vous descendez du vélo et vous le poussez à la main. Eh bien là, vous êtes piéton et vous devez vous mettre alors sur le trottoir et respecter les règles des piétons. Non, vous ne pouvez vous mettre sur le trottoir que si vous ne gênez pas les autres piétons. Hein. Tout dépend de la largeur du trottoir. Donc retenez que quand on pousse un vélo ou quand on pousse un cyclo, donc une mobilette, si on le pousse à la main, on devient des piétons, on n'est plus conducteur. Laura, donne-moi un petit peu les cas où on était conducteur. Donne-moi 3 différents conducteurs. La voiture, Le vélo, la moto, la moto. Ok. Kim, donne-moi 3 autres conducteurs. Camion, Camion. Comment? tracteur, Tracteur, oui. et Et cyclomoteur, très bien. Franck, donne-nous-en 3 autres. Cheval. Ah, très bien. Mais Dromadaire. qu'est-ce que tu fais avec ton cheval? T'es dessus, tu fais quoi? Sur la charrette derrière. T'es sur la charrette derrière, donc ça c'est un animal de trait, très bien. Donc on est conducteur d'animaux de trait. Quoi d'autre? Un dromadaire. Oui, et qu'est-ce que tu fais avec ton dromadaire? Tu montes sur son dos ou tu fais quoi? Je le monte. Tu montes sur le dos du dromadaire, oui, tu es conducteur. Et un 3e cas, Un éléphant.
Et qu'est-ce que tu fais? Parce que je voudrais 3 différents, hein. Je le monte aussi. Tu le montes aussi, mais ça, tu es aussi... c'est un animal de monture. Ça, tu as déjà dit avec le dromadaire. Donne-moi un autre conducteur. Un avion. Oui, Laura? Une camionnette. Une camionnette, oui, d'accord. Un camion. Mais qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Tout à l'heure, on avait dit les véhicules. Et au niveau des animaux, on en a donné plusieurs. Enfin, les troupeaux. Très bien, les bestiaux. Là aussi, on est conducteur. Ah, et Franck, les filles, elles donnent de meilleures réponses que toi, hein. On espère qu'après... Le dernier. Ah bah oui, mais après peut-être que tu seras... Ah oui, c'est vrai. C'est vrai que comme tu as été questionné en dernier, il y avait moins de possibilités. Bien, allez, on continue. Alors, on parle dans le code de la route aussi des accotements. Alors, un accotement. Un accotement, c'est ce qu'il y a sur le côté. Donc, on a la chaussée qui est au milieu. Donc, la chaussée va de là à là. Et puis là, sur le côté, ça s'appelle un accotement. Accotement de plein pied. Alors, pourquoi de plein pied? Parce qu'il n'y a pas d'escalier. Ça ne monte pas. C'est plat. C'est au même niveau que la chaussée. Et de l'autre côté, ça s'appelle comment ce truc? Là où les piétons marchent? Un trottoir. Et donc, la différence entre le trottoir et l'accotement, ben, c'est le sol. Un trottoir, en général, ce sont des jolies dalles. Enfin, jolies ou moches, mais en tout cas, on a mis quelque chose quand même. On a mis des dalles. Tandis que sur les accotements, vous voyez que c'est plein de trous. Quand il pleut, il y a des flaques. Ça, c'est un accotement. Et donc, accotement de plein pied, ça veut dire que c'est au même niveau que la chaussée. En général, l'accotement de plein pied, il va servir au véhicule pour se stationner. Quand on veut se garer, donc on se stationne. D'accord? Accotement de plein pied. Ici aussi, on a l'accotement de plein pied. Vous voyez que c'est au même niveau que la chaussée. Comment ça s'appelle les 2 lignes là? Une piste cyclable. Piste cyclable, ok. Et donc là, on a l'accotement de plein pied. Et là, on a l'accotement en saillie. Regardez, il y a une bordure là. Vous voyez, c'est plus haut. C'est plus haut que la chaussée. C'est plutôt au même niveau que le trottoir. On appelle ça un accotement en saillie. Alors, pour le retenir, revenons à l'accotement de plein pied. L'accotement de plein pied, c'est plat. Est-ce que vous connaissez les maisons de plein pied? Vous savez ce que c'est une maison de plein pied? C'est-à-dire une maison un peu en hauteur. Une maison un peu en hauteur? Avec des Non, escaliers, c'est pas donc. ça, non. Une maison de plein pied, c'est quoi? Oui, il n'y a pas d'étage. Une maison de plein pied, c'est que il n'y a pas d'étage. Tout est au rez-de-chaussée. Comme chez Claudette. Oui, voilà. Comme là-bas. Donc, c'est une maison où il n'y a pas d'escalier. Les chambres ne sont pas en haut. Les chambres restent en bas. Une maison de plein pied, on va dire, c'est plat. Donc, l'accotement de plein pied, c'est plat. Ça va? Alors que l'accotement en saillie, c'est surélevé. C'est plutôt au niveau du trottoir. Alors, maintenant, on va faire la différence, et ça, c'est très, très important, entre un véhicule à l'arrêt, un véhicule en stationnement et un véhicule immobilisé. Donc, dans les 3 cas, le véhicule, il ne bouge pas. Mais à quel moment on pourrait dire que le véhicule est à l'arrêt? Quand il s'arrête sur la route, quand il y a un problème. Non, ce n'est pas ça. Laura, oui. Immobilisé. Bah, quand il met les 4 clignotants. Non plus. Quand ils s'arrêtent et qu'ils sont sur le côté, mais qu'il y a le moteur qui tourne encore. Non plus. Non, c'est assez bon, ça. Ça, c'est oui. Alors, en fait, un véhicule à l'arrêt, eh bien, on dit qu'il est à l'arrêt quand il y a un chargement ou déchargement de personnes ou de choses. Donc, par exemple, le bus de l'école du matin. Vous voyez, dans le village, il y a le bus qui vient chercher les enfants pour aller les amener à l'école. Ben, il se met sur le côté, il ouvre ses portes et les enfants montent dans le bus. Là, le véhicule est à l'arrêt. Ça dure combien de temps à peu près s'il y a 2 enfants? Ça va durer combien de temps cet arrêt? Combien? 5 minutes. Oui, voilà, même pas. Le temps que les enfants montent, c'est rapide. 3 secondes. 3 secondes. S'ils se dépêchent vraiment là. 30 secondes. Voilà, 30 secondes. Donc ça, c'est un véhicule à l'arrêt. Donc on dit que le véhicule est à l'arrêt pendant qu'il y a des gens qui montent dedans ou bien qui en sortent. Hop, les gens descendent. Le véhicule est à l'arrêt. Mais on parle aussi d'un véhicule à l'arrêt
quand on est en train de mettre des choses dans le véhicule. Par exemple, les courses. Les courses, voilà, tout à fait. Quand j'arrive avec mon chariot au Colruyt et que je mets les courses dans la voiture, eh bien, à ce moment-là, le véhicule est à l'arrêt. Et pourtant, quand je fais ça, quand je fais les courses et que je mets les courses dans le coffre, le moteur est éteint, tout à fait. Alors que le bus, le matin, son moteur, il est éteint ou il est allumé? Il est allumé. Il est allumé. Donc, que le moteur soit allumé ou que le moteur soit éteint, ça ne change rien. En fait, un véhicule à l'arrêt, c'est pendant qu'on met des choses dedans ou bien pendant qu'on les enlève, ou alors par rapport aux personnes, pendant que des gens montent dedans ou quand les gens descendent. Alors, il n'y a pas de temps limite pour être à l'arrêt. Donc, quand je mets mes courses, ça peut mettre 4-5 minutes. À moins que j'ai vraiment beaucoup de courses, ça va mettre plus longtemps. Par contre, les enfants le matin, en général, ça va vite. Sauf si on a une famille avec 12 gosses. Mais donc, sinon, ça va assez vite. Mais imaginons un camion de déménagement. Donc, le camion de déménagement, il est à l'arrêt. Ça va durer combien de temps? Plusieurs heures. Voilà, des heures. Donc, le véhicule peut être à l'arrêt pendant des heures. Pendant que le gars, il enlève toutes les caisses du camion, le véhicule est à l'arrêt. Alors, imaginons, le camion de déménagement arrive le matin à 8 heures. Et il doit mettre tous les meubles et toutes les caisses qui sont dans la maison. Il va tout mettre dans le camion. Ça va durer des heures. Hein. Il commence à 8 heures. Et puis à 10 heures, il fait une pause. Il va prendre un café et il va manger. Eh bien là, le véhicule n'est plus à l'arrêt, puisqu'on n'est pas en train de mettre des choses. Il est en stationnement. D'accord? Donc, le deuxième sur le tableau, c'est le véhicule en stationnement. Eh bien, un véhicule en stationnement, c'est un véhicule qui est là, qui ne bouge pas, mais c'est au-delà de l'arrêt. C'est plus loin que l'arrêt. Puisque, évidemment, quand par exemple, j'arrive à la maison le soir, je suis dans la voiture, j'éteins le moteur, je sors de la voiture. Donc, je quitte mon véhicule, là, je suis à l'arrêt. À partir du moment où je ferme la porte et que je rentre dans la maison, ben, le véhicule, on dit qu'il est en stationnement. Imaginons le matin, j'entre dans la voiture, je suis à l'arrêt. Donc pendant que j'ouvre la porte et que je m'installe, je suis à l'arrêt. Puis je ferme la porte, imaginons que je reste dans ma voiture quelques minutes avant de partir travailler. Et à ce moment-là, je sais pas, je regarde mon GSM par exemple, je réponds à un SMS. Là, je suis en stationnement de nouveau. Ça va, vous comprenez la différence? Et donc pour le stationnement, il n'y a pas de limite dans le temps. On peut laisser un véhicule stationner 2 minutes, comme on peut laisser un véhicule stationner pendant 4 mois à la même place. Hein. Et alors, quand on parle d'un véhicule immobilisé, alors c'est quoi ça? Il bouge pas. Oui, mais aucun des trois ne bouge. C'est pas sur les camions là avec les voitures dessus là? Non, là, ils sont en stationnement, on va dire. Je sais pas. Eh bien, un véhicule immobilisé, c'est un véhicule qui aimerait bien avancer. Franchement, il aimerait bien. Donc le gars est dedans, il y a un conducteur, et j'aimerais bien avancer, mais je ne peux pas. Pas forcément, c'est plutôt parce que le feu est rouge. Donc je dois attendre. Ou bien, je me suis arrêtée pour un piéton. Il y a les piétons qui traversent. J'aimerais bien avancer, mais comme il y a des piétons, je ne peux pas. Je suis immobilisée. On peut être immobilisé aussi devant un passage à niveau. On peut être immobilisé dans un embouteillage. Donc j'aimerais bien avancer, mais tout est bloqué. Il n'y a pas moyen. Donc dans les 3 cas, le véhicule ne bouge pas, mais ces définitions-là, elles vont être très importantes pour l'examen théorique. Parce que des fois, on vous demande, par rapport au véhicule à l'arrêt, par rapport au véhicule en stationnement ou au véhicule immobilisé, les règles ne seront pas les mêmes. Donc le véhicule tout en haut, là, il est en train de mettre des choses dans le coffre, il est donc à l'arrêt. Là, le gars, regarde, il attend devant le feu rouge. Je ne sais pas si vous voyez, il y a un feu rouge. Immobilisé. Voilà, il est immobilisé et lui, Stationnement. voilà, lui, il est en stationnement. C'est écrit juste à côté. Oui, c'est écrit à côté. Donc, la personne qui attend à côté de sa voiture, ben, la voiture est en stationnement. Alors qu'il soit à côté de sa voiture, que la personne soit dans sa voiture, ou que le gars soit chez lui dans son salon, ça ne change rien. Le véhicule est immobilisé.
Et donc, il n'y a pas de temps limite pour ça. Ça va? Immobilisé? J'ai dit immobilisé? Oui. Non, il est en stationnement. Ah, je me suis trompée alors. Donc, la personne qui est là, qui attend près de sa voiture, qu'elle soit dedans ou dans son salon, le véhicule est en stationnement. Immobilisé, c'est quand on voudrait bien bouger, mais qu'il n'y a pas moyen. Ok? Oui. Bien, alors maintenant les poids. Là aussi, des fois, on est questionné avec la masse maximale autorisée de la voiture. La tare, la masse en charge, bon, à quoi ça correspond tout ça? La masse maximale autorisée. Alors en fait, la masse maximale autorisée d'un véhicule, c'est le poids total que le véhicule peut peser. Et ce poids, il est noté dans les papiers de la voiture. Alors, qui a déterminé ce poids? Qui a dit, voilà, cette voiture-là, elle peut peser autant? Le mec qui la vend. Voilà, le mec qui l'a construite. C'est celui qui a construit la voiture qui décide jusqu'à combien elle peut peser. Et donc, c'est écrit dans les papiers du véhicule. Il est noté la masse maximale technique admissible. C'est en fait la masse maximale autorisée. Et on dit que le poids peut aller jusqu'à 2,25 tonnes. Ça, c'est quand elle est chargée. Et en fait, on ne peut jamais dépasser ce poids. Parce que si je charge la voiture avec beaucoup de choses et que j'arrive à, par exemple, 2,5 tonnes, alors que sur les papiers, il est noté 2,25 tonnes, ben, la voiture ne va pas bien freiner parce qu'elle est trop lourde. Comment on sait qu'on arrive au poids Ah, maximal? tu dois connaître le poids de ta voiture quand elle est vide. Ça aussi, c'est noté dans les papiers. Et tu dois savoir à peu près le poids de tout ce que tu mets dans ton coffre. Et le poids des passagers, tu ne vas pas demander aux gens combien ils pèsent, mais imaginons des adultes de taille normale, ben on fait une moyenne, on va dire que les gens pèsent à peu près 70 kilos. Évidemment, toi, il est clair que tu ne pèses pas 70 kilos, Laura non plus. Mais Franck, à mon avis, il pèse 70 kilos. Il est grand, il est déjà musclé. Voilà, donc Franck, il fait 70 kilos. Moi, je fais un peu moins de 70 kilos quand même. Mais voilà, on arrondit, on dit 70 kilos. Et à vous deux, hein, vous Je faites suis à un... 60, hein. T'es à 60? Ouais. Ah bon, on dirait moins. Hein. Bon, bah donc 55, à vous deux, 60. vous arrivez à 100 kilos à peu près. 110. 110 kilos. Donc, imaginons qu'on aille déjà nous 4 dans la voiture. Ça fait déjà beaucoup de poids. Si on est à 4, nous 4. Donc, vous deux, à peu près 100 kilos. Tu pèses combien? Non, 110 kilos. Combien tu pèses? À peu près. Si tu n'as pas envie de le dire, tu ne le dis pas. Hein. Vers 50. Vers 50. Donc, toi, tu as dit 60, 50. 60. Quoi? 55, 60. Voilà, bon, on va arrondir 50 toutes les deux. On arrive à 100 kilos. Et puis, toi et moi, moi... 70. Ouais, toi 70 et moi 65. Donc ça fait déjà beaucoup de poids. Tout ça dans la voiture, ça fait déjà beaucoup. Si en plus on met encore plein de courses dans le coffre, waouh! 235 kilos. Et donc regardez, ici il est noté le poids total que la voiture peut peser. Donc là on dit c'est le maximum. On ne peut pas mettre plus de poids, sinon quand je vais freiner, il va y avoir un problème. Et si vraiment j'exagère avec le poids, eh bien la voiture, le châssis de la voiture pourrait plier. C'est dangereux, ça. C'est un peu comme les trams, c'est pour ça qu'ils ont priorité, non? Vu qu'il y a tellement de gens... Ah, ils sont très lourds et en plus, comme ils sont sur des rails, ils freinent pas très bien. Ça glisse un peu. Hein. Et donc, il faut voir le poids de la voiture au départ. Donc là, je vais avancer un petit peu pour qu'on voit le poids de la voiture à la base. Voilà. Ça, c'est le poids... Oula. Voilà, ça c'est le poids de la voiture quand elle est vide. Donc au départ, la voiture, elle pèse déjà 1,680 tonnes. Alors elle est vide, mais attention, il y a quand même l'essence dedans. L'essence ou le mazout, le diesel, c'est dedans. Il y a l'eau pour les lave-glaces, il y a les sièges, il y a le moteur. C'est la voiture, en fait, quand on vous la vend, avec les pleins faits. Quand on dit les pleins, c'est l'eau des lave-glaces, l'huile dans le moteur, le carburant. D'accord ? La voiture, quand elle est vide, elle fait 1,680 tonnes. Et elle ne peut peser que 2,25 tonnes. Donc, on peut mettre 345 kilos dans la voiture. On ne peut pas mettre plus. Et à nous quatre, on faisait combien, Franck, à peu près? 235 kilos.
Donc à nous quatre, on fait à peu près 235 kilos. Et dans cette voiture, on peut à peine mettre en tout 345 kilos. Bon, c'est pas beaucoup. Donc on peut encore avoir 100 kilos dans le coffre. 305 Vous kilos. pourriez vous dire, ouais, ça va encore 100 kilos dans le coffre. Mais bon, imaginons, C'est vite, c'est arrivé. ben oui, voilà, c'est vite arrivé. Hein. Quand tu pèses ton cartable, je sais pas combien pèse ton cartable, à mon 14 avis, kilos. 14 kilos. Donc t'imagines le cartable. Ou alors imaginons, ce sont tous des adultes dans la voiture. Imagine 4 gros dans la voiture. 4 Georges. Imagine quatre personnes assez fortes dans le véhicule. 4 personnes qui font presque, je sais pas, allez, tous 100 kilos. Ça fait déjà 400 kilos. Ben, on peut même pas mettre 4 personnes de 100 kilos dans la voiture. Puisqu'au total, on peut mettre que 345 kilos. C'est très peu. Et donc souvent, les gens, quand ils partent en vacances, ils mettent les gosses dans la voiture, ils chargent le coffre, il y a encore plein de choses sur le toit. On accroche les vélos sur le coffre. Ben, le poids est beaucoup trop lourd. Donc la masse maximale autorisée, on ne peut pas la dépasser parce que c'est dangereux. La voiture va mal freiner, elle va mal accélérer aussi, mais elle pourrait aussi plier. Mais donc, si jamais on croise la police, on pourrait avoir une amende. Oui, tout à fait. Et donc parfois, il y a des véhicules, c'est souvent au niveau des autoroutes, donc dans la bande d'accès de l'autoroute, il y a une voiture, elle est orange en général, et donc si elle voit passer, c'est souvent pour les camions que ça arrive, mais ça pourrait arriver avec une voiture aussi. Imagine, tu passes en voiture, et ta voiture apparemment elle est trop chargée, ben, la voiture qui attend, elle t'a repéré, hop, elle te suit, elle passe devant toi, et en fait à l'arrière, à la vitre arrière, il y a un truc écrit en lumineux, il y a écrit « Suivez-moi, pesez », donc on va aller à la balance en fait. Et donc sur les autoroutes, à certains endroits, il y a des parkings et là, il y a des balances. Et donc, tu dois te mettre avec ta voiture sur la balance et là, on te pèse. Et on regarde dans les papiers si le poids est bon ou pas. Et si tu es trop chargé, bah, tu dois laisser tes affaires là. Et quelqu'un doit venir les chercher. Tu ne peux pas les abandonner, évidemment. Et donc, c'est embêtant. Et donc, ça arrive parfois avec les camions qui sont trop chargés. Ça peut arriver avec les voitures aussi. Donc ça, c'est la masse maximale autorisée. Et donc, la masse en ordre de marche, ça s'appelle la tare. C'est le poids du véhicule vide. Ce poids est noté dans les papiers aussi. Et donc, la tare du véhicule, c'est le véhicule vide, mais avec les pleins qui sont faits. Il y a de l'essence et du carburant. Et donc, on a aussi la masse. Ah oui, voilà. D'abord, ici, c'est pour une autre voiture. Parce que toutes les voitures n'ont pas le même poids. Là, on dit que la voiture peut peser 1 tonne 1 tonne 870. C'est encore moins que l'autre. Mais seulement à la base, regardez, elle pèse combien là? 1350. Voilà, elle pèse 1 tonne 350. Dans cette voiture-là, on peut mettre 500, très bien, 520. 520 kilos. C'est déjà plus que C'est déjà plus. Donc ça, c'est une voiture pour 5 personnes. Donc voilà, d'une voiture à l'autre, ça change. ça dépend de la grandeur de la voiture. Ça dépend de la taille de la voiture et ça dépend du poids à la base. En fait, le premier véhicule, c'était un véhicule cabriolet. Et ça, c'est déjà beaucoup plus lourd à la base et c'était une voiture que pour 4 personnes. Tandis qu'ici, c'est une voiture normale qui est prévue pour 5 personnes. Et donc, c'est important de voir combien de poids on peut mettre. Souvent, les gens pensent qu'on peut charger jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de place. Imaginons un petit peu pour bien se rendre compte, vous avez une caisse en carton vide. Et on va dire la caisse, quand elle est vide, elle fait 1 kg. Et on vous dit que dans la caisse, elle ne peut pas peser en tout plus que 10 kg. La caisse dans sa totalité. Donc, si elle pèse 1 kg à la base et qu'en tout elle peut peser 10 avant de casser, combien de kilos on peut mettre? 9 kg dedans. Et imagine que tu mets 9 kg et puis tu te dis, ouais mais bon, j'ai encore des choses à transporter, je vais encore ajouter 3 kg. 9, 10, 11, 12 kilos, le fond pourrait casser. Surtout si c'est en plastique. Oui, voilà. Donc la caisse pourrait casser. Donc c'est dangereux de mettre trop de poids. C'est pareil pour la voiture. Ça va? Donc ça, il faut regarder un petit peu dans les papiers du véhicule. Et puis on a la masse en charge. Alors la masse en charge, elle varie. Ça change tout le temps. Donc la masse en charge, c'est quoi? C'est le poids du véhicule. Donc la masse en charge, c'est quoi? Donc la masse en charge, c'est le poids du véhicule plus le poids de tout ce qu'il y a dedans au moment où on conduit. Donc le poids, il peut varier tout au long de la journée.
Donc le matin, on est à beaucoup dans le véhicule, il y a des bagages, il y a des animaux, ça fait beaucoup de poids. Et puis en roulant, à un moment, on va déposer quelqu'un. Donc quelqu'un va descendre de la voiture, donc il y a moins de poids. Et puis on va mettre de l'essence par exemple, alors il y a de nouveau plus de poids. Et donc le poids varie tout le temps. Ça s'appelle la masse en charge. C'est la masse qui est en charge au moment où on conduit. D'accord? Donc en tout, il y a 3 poids à connaître. Il ne faut pas connaître les chiffres, il faut savoir à quoi ça correspond. Il y a la tare. Donc la tare, c'est le véhicule vide. Mais qu'est-ce qu'il y a quand même dedans? L'essence et tout. Oui, voilà, il y a l'essence, toute la voiture est complète, mais il n'y a rien qui traîne dans la voiture. Il n'y a pas de bagages, il n'y a pas une veste, il n'y a personne dedans. C'est la tare. Puis on a la masse maximale autorisée. Ça, c'est le poids maximum que le véhicule peut peser. Et on a la masse en charge qui, elle, varie tout le temps, d'un jour à l'autre. Ça va? Alors, un petit truc, essayez de le retenir. À l'examen théorique, en tout cas en date d'aujourd'hui, il n'y a aucun signal qui correspond à la tare. Donc, quand on vous mettra un signal au tableau et qu'on va vous demander, tiens, ce signal, est-ce que c'est la tare, c'est la masse en charge ou c'est la masse maximale autorisée? Eh bien, retenez que ce ne sera jamais la tare. Jamais. Ce sera toujours les autres. Ça va? Voilà pour les définitions. Il n'y en a pas d'autres. Enfin, il y en a plein d'autres, mais ça, c'est celle qui nous intéresse maintenant.